Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 13, gérer les répétitions. Vous écoutez Procrastination, saison 6, épisode 13, gérer les répétitions. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Qu'est-ce qu'on se marre à en lire souvent les forums, ou en tout cas, moi je sais que j'avais un peu de mal au début, c'est souvent vu comme la bête noire des corrections stylistiques de détail et un point apparemment difficile à gérer, c'est-à-dire les répétitions. Alors, on va partager ce qu'on en pense, comment les repérer, comment les traiter. Concernant d'abord la définition des répétitions, moi je vois un peu plus que truc classique, le mot qu'on réutilise à une ligne d'intervalle, ou éventuellement déjà on peut aussi penser aux mots de même famille qui se répètent un peu trop près. Il y a aussi d'autres cas de répétition à mon sens, qui sont par exemple les répétitions de rythme, qui sont des structures invariantes. Sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, point, sujet, verbe, complément, point. Et un autre truc un peu retors dans ce cas-là, c'est que ça peut être par exemple la répétition des pronoms. Il fait X, il fait Y, il fait Z, avec des structures qui reviennent toujours. Il y a également ce que personnellement j'appelle, alors ne me citez pas là-dessus parce que c'est vraiment pas du tout un terme sanctionné, mais c'est ce que j'appelle les répètes sémantiques, c'est-à-dire deux phrases qui veulent dire plus ou moins la même chose. Ça peut être à mesure qu'on écrivait qu'on était en train de cerner une idée et on se rend compte en revenant qu'on a deux phrases qui disent la même chose. Mais aussi, n'oublions pas qu'une répétition, ça peut être volontaire, ça peut être un effet de style. Le cas le plus classique étant la scansion, quand on revient un peu avec une espèce de martèlement de quelque chose. Alors, les répétitions, avant de les traiter, il faut les repérer, tout bêtement. Est-ce que vous avez des trucs ou astuces pour repérer les répétitions, ou est-ce que, en gros, c'est avec l'habitude et l'œil, vous les voyez? Sur les répétitions, je dirais de répétitions de mots ou de choses comme ça. Les bêta-lecteurs, effectivement, c'est important parce que c'est un œil neuf qui arrive sur le texte et qui va choper là où potentiellement le lecteur chopera plus tard. Moi, ma technique repose beaucoup sur les relectures successives. C'est-à-dire que fatalement, il y a des répétitions dans le premier jet. À mesure que je vais relire, que le texte va commencer à être affiné, les répétitions vont plus me sauter aux yeux. Et je joue aussi beaucoup sur le passage d'un support à un autre. C'est-à-dire que si j'écris ou traduis, parce que j'ai aussi le problème en traduction, sur écran, je vais essayer de faire au moins une relecture sur papier, qui change complètement le regard que j'ai sur le texte à un moment donné. Et là, des choses que je n'ai pas vues sur écran vont me sauter aux yeux une fois qu'elles sont sur papier. Et après, donc, il y a effectivement relecture avec le temps aussi, si on laisse reposer le texte et qu'on y revient plus tard. Et le regard extérieur du bêta-lecteur. Et après, là où j'ai plus de mal, mais c'est peut-être un cas de figure à part, rejoint plus le sémantique dont parlait Lionel. J'ai eu un problème vraiment de fond, notamment sur mon livre L'année suspendue, qui est beaucoup plus long que ce que j'écris d'habitude, et où des idées ont été répétées parce que je parlais d'expérience personnelle, et que c'était beaucoup plus difficile, comme je l'ai écrit en plusieurs fois sur un texte très long, et par à coup, de me souvenir de ce qui avait déjà été mentionné. Et là, l'apport des bêta-lecteurs a été essentiel, mais ça a été beaucoup plus difficile pour moi de repérer ces répétitions-là que 3 fois le même mot dans la même page, qui pour moi, avec l'expérience, c'est quelque chose qu'on apprend à faire assez vite. Alors que le cas de figure, je cherche encore la solution. De toute manière, c'est comme sur beaucoup de choses, avec de l'expérience, tout va mieux. Oui, sur le temps, complètement de laisser passer du temps entre des relectures, c'est super bien pour voir d'un œil neuf son texte. Si vous n'avez pas trop de temps pour laisser passer du temps, ce qui arrive parce que la vie, tout ça, moi, une de mes techniques dans ces cas-là, c'est de faire quelque chose qui n'a rien à voir entre deux sections de relecture pour essayer de faire croire à mon esprit qu'il y a du temps qui a passé. Voilà. C'est sournois, ça. Ouais, faut être sournois avec son propre esprit. On en revient toujours à la question du recul pour l'instant, finalement. Je suis d'accord avec vous avec le temps. De toute façon, moi j'ai une grande chance qui est que j'écris des bouquins tellement énormes que j'ai écrit le début au siècle dernier. Donc ça va, je m'en rappelle plus. Non, et alors plus 42 pour le passage de support, hein. Je suis toujours au papier pour au moins faire une relecture avec mon stylo en main, en annotant tout ce qui va pas, en lisant comme un lecteur et en gros en me disant bon, j'ai reçu ça, à quoi ça ressemble, comme si c'était le bouquin écrit par un autre. Un outil dont on a parlé qui est Antidote, qui a un module de détection de répétition qui est phénoménal. Par contre, c'est une machine, hein. Donc, alors personnellement, je m'en sers pas. On en avait parlé dans l'épisode sur les outils linguistiques. Moi, je pars du principe que rien ne vaut l'œil exercé, et ça s'apprend, hein. Faut pas s'inquiéter. Surtout que le problème d'Antidote, c'est qu'il détermine tout, mais c'est une machine, donc on peut avoir une espèce d'obsession sur le fait qu'il faut plus que Antidote signale rien du tout, et absolument pas, c'est pas fait pour. Par contre, de temps en temps, c'est vrai qu'il nous signale un truc en se disant ah mais oui, ça c'est une vraie répétition. Effectivement, je l'avais pas vu à force d'avoir le nez sur le texte. Y a un point auquel je viens de penser aussi, c'est qu'on parle là de comment éviter les répétitions dans un manuscrit, mais on a, je dirais, une solution de sauvetage du dernier recours.
c'est qu'une fois que le manuscrit est passé par les différentes phases d'édition, avant qu'il soit imprimé, on a une relecture d'épreuve. C'est-à-dire d'une part, on a ce changement de support à nouveau, on va lire le texte, alors c'est parfois sur écran, mais plus souvent sur papier. On va le lire maquetté sur papier. Et personnellement, souvent, je repère des choses que j'avais pas du tout vues pendant le processus parce qu'il y avait trop de choses à penser finalement. Et aux épreuves, beaucoup de choses me sautent aux yeux. Ça, c'est la toute fin du processus d'écriture. Et alors, en technique aussi, donc Antidote, c'est intéressant, mais bon, voilà, rien ne vaut l'expérience. Truc tout bête, hein, toujours le bon vieux gueuloir de Flaubert. Les mots qui se répètent, si on les a pas vus parce qu'on voit plus rien sur le papier, ça va sortir au gueuloir. Personnellement, la manière de les trouver, en fait, avec un peu l'habitude, j'avoue que, c'est hyper personnel. Bon, c'est un truc dont on a un peu parlé, mais je perçois comme une espèce de musique dans l'écriture, dans le rythme des pages, dans la composition des paragraphes. Et ça va me le faire apparaître assez facilement, en fait. Mais je l'ai développé au fur et à mesure. Hein. Et puis, Mélanie, je sais pas si t'as la même expérience, mais aussi la traduction m'a aussi beaucoup enseigné à avoir un recul extrêmement fort sur les textes. Ça m'aide à pas les considérer comme les miens et donc à être peut-être plus impitoyable avec. Disons que je repère plus en traduction parce que on a bon, c'est une parenthèse qui emmène un peu ailleurs. Le problème quand on traduit de l'anglais, c'est que l'anglais tolère beaucoup mieux que le français les répétitions. Et un texte avec beaucoup de répétitions en anglais n'est pas forcément un texte mal écrit. C'est simplement que la langue fonctionne comme ça. Donc en français, très souvent, on va se retrouver à la relecture avec des répétitions de mots qui n'étaient pas des erreurs dans le texte d'origine, mais qui accrochent vraiment en français. Donc oui, c'est un très bon exercice pour ça. Mais sinon, je te rejoins sur le gueuloir. Effectivement, lire à haute voix, c'est peut-être pas indispensable, mais c'est un très bon outil pour ça. Ça pardonne pas. Hein. Des fois, on a des surprises en se disant « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Ah, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'adore ça, en fait. Après aussi, un aspect que je pense qu'on n'a pas encore beaucoup évoqué et sur lequel c'est quand même bien de revenir, c'est que, notamment très souvent quand on publie, on a des correcteurs, des directeurs d'édition, tout ça, et il y en a qui vont traquer la moindre répétition, mais dans ces moindres recoins, les répétitions de petits mots, de petits verbes comme dire et tout. Sauf que, surtout quand on est donc bébé autrice, bébé auteur, ça peut être assez culpabilisant. Sauf qu'en fait, une des choses, que moi, maintenant, je préfère largement avec l'expérience, pareil, pas une règle universelle, c'est par moments, franchement, ça se voit beaucoup moins quand il y a 2 verbes dire dans une page, plutôt que quand on cherche des synonymes super obscurs. Et ça se voit tellement moins. Après, il y a évidemment les répétitions pour effet de style dont parlait Lionel, la retraite de Russie par Victor Hugo, il neigeait toujours, la froide bise, etc. Enfin, voilà, donc évidemment, il y a les répétitions pour des effets de style, mais il y a aussi que bêtement, par moment, mettre un verbe simple, un mot simple, un nom simple, plutôt que de chercher des trucs super compliqués et super alambiqués, ça va passer beaucoup plus naturellement, en fait. Donc, pas oublier que faire la chasse, et ça, on l'a notamment quand on a des correcteurs ou des directeurs d'édition qui sont pas hyper aguerris et ils vont croire que leur boulot, c'est de faire la chasse au moindre verbe dire qui va se trouver 2 fois dans la même page, et non, quoi. Pas du tout. J'ai eu le cas sur une traduction où pour éviter des répétitions, on m'a rajouté des verbes qui étaient pas du tout dans le ton et qui effectivement étaient super recherchés. Je me suis pas énervée, mais j'ai expliqué que clairement non, on avait un petit peu fait du zèle dans les corrections. Parce que ça donnait quelque chose de grotesque en fait. Et puis en plus, alors par ailleurs, quand il y a des répétitions qu'on veut effectivement enlever, pour plein de raisons, certes, ce qui va paraître la solution la plus immédiate et la plus simple, c'est de remplacer un mot par un synonyme. Sauf que déjà, un synonyme va pas forcément apporter tout le temps la même nuance, va pas forcément, comme disait Mélanie, apporter toujours la même couleur au texte. C'est-à-dire que si on a un texte qui est très familier, par exemple, et que dedans on se retrouve à avoir un synonyme qui est hyper précieux, ça va casser, quoi. Et si cette cassure d'ambiance, elle est pas volontaire, dans ce cas-là, en mettant un synonyme, on trahit quelque part ce que doit dire notre texte. Et donc, plutôt que d'avoir son dictionnaire des synonymes sous la main, par moment, simplement de se dire, quand c'est pas une traduction, mais un texte qu'on écrit nous, en tout cas, parce que j'ai 0 expérience de trad, désolé. Est-ce qu'il faut pas mieux tourner cette phrase de manière différente ? Et en tournant la phrase de manière différente, ou même en écrivant un bout de paragraphe de manière différente, on va plus avoir cet effet de répétition, sans avoir le côté un peu factice que peut apporter un synonyme mal choisi. Et tout à fait. Des fois, on va même trouver quelque chose qui va être encore plus fluide et encore plus fort, et que simplement si on avait remplacé par un synonyme, ça complètement, oui. Et donc aussi, conseil au passage, du moment que vous avez un manuscrit en correction, c'est pas forcément parce que vous êtes jeune auteur, jeune autrice, que vous devez tout accepter d'un correcteur. Défendez aussi votre manuscrit. Évidemment, il y a des corrections qui sont pertinentes, mais pas toutes. Notamment sur ce point. Pardon, et aussi j'allais dire une des choses à apprendre, c'est apprendre à supprimer. Parfois, on s'aperçoit que dans une répétition,
C'est le cas avec les répétitions sémantiques dont parlait Lionel, mais pas seulement. S'il y a répétition, c'est peut-être qu'on n'avait pas nécessairement besoin de redire cette chose qui est déjà ailleurs. Peut-être que la nuance qu'on voulait apporter dans cette répétition, finalement, était déjà placée ailleurs et on peut sabrer. Absolument. Alors, juste sur les synonymes, pour moi, c'est vraiment, ça se voit, hein, les textes, mais même d'ailleurs de correcteurs pro ou semi-pro qui ont fait une passe d'antidote et qui ont repéré absolument tout. Les textes, moi j'appelle ça l'antidotite, ou en gros les textes où on a absolument voulu que l'antidote ne laisse rien paraître et on a des synonymes complètement absurdes sortis du fin fond du dico. Enfin non. Sur la répétition sémantique, c'est vachement intéressant ce que tu dis, Mélanie. Un truc que je constate de mon côté, ça arrive assez fréquemment dans l'écriture. T'as plusieurs des infos à donner, et tu vas donner par exemple en haut de la page, hein, peu importe, mais tu vas donner peut-être 3/4 de l'info que tu voulais donner, et puis en bas de la page, tu vas donner 3/4, mais c'est pas les mêmes quarts. Tu recouvres un peu une partie de ce que tu as dit, mais il y a une partie qui est pas en commun, etc. Ça, c'est typiquement le genre de choses qui participent de la concision, et on peut se poser la question de se dire, est-ce que c'est pas pertinent de essayer de trouver un moyen de collationner ces deux paragraphes pour que toute l'information soit donnée au même endroit. Déjà, ça donne un texte plus digeste parce qu'on enlève de la matière, et donc les informations, less is more, hein. Les informations vont peut-être pouvoir ressortir de façon plus naturelle plutôt que d'être noyées dans beaucoup de redites et de choses qui sont peut-être pas assez incisive en termes d'efficacité d'écriture et de rapport signal-bruit. Travailler la concision, c'est pour ça peut-être aussi que les répétitions c'est vu comme difficile au-delà de l'aspect purement syntaxique. C'est parce que s'il y a deux endroits où à peu près, mais pas tout à fait, les mêmes choses sont dites, bah, ça peut vouloir nécessiter un vrai travail de réécriture où il va falloir mettre les mêmes trucs au bon endroit, à l'endroit où c'est pertinent dans la scène, et ça va vouloir dire également de réorganiser le flot de l'information, le flot de la mise en scène. De façon un peu plus détournée aussi, c'est par exemple si j'ai une action sans dialogue entre des personnages, A et B font des trucs en même temps, la narration est plus efficace souvent, si c'est pas avec des questions de timing, d'action, etc. C'est globalement un peu efficace de dire A fait X et Y, pendant que B fait Z et T, plutôt que de dire que A fait X pendant que B fait Z, alors que A fait l'autre truc et que B, vous voyez, c'est plus efficace de rassembler les trucs sématiquement sous la même ombrelle, plutôt que de disperser des infos dans tous les sens. Le lecteur, il a la tête qui tourne, quoi. Et sur la scansion, je mettrai en garde aux jeunes poditeurs et poditrices sur le fait que la scansion est un effet qui est tout à fait valide. Attention, évidemment, hein, à bien s'assurer que c'est de la pertinence, c'est pas que c'est une solution de facilité en se disant non, mais je sais pas comment régler ma répétition, alors je vais dire que c'est un effet de scansion. Non, ça va se voir. Je suis désolé. Si juste je peux ne pas être d'accord avec Lionel sur des trucs. Mais voilà. Oui. Alors sur la scansion, je suis d'accord avec toi en fait. C'est sur les trucs d'avant en fait, sur la manière de gérer les infos. Pour le coup, pour moi, je trouve que c'est souvent plus organique. Quand au contraire, on ne prend pas le trip, un paragraphe, une info. Mais qu'une info, elle arrive par petites touches qu'on va répéter tout au fil du livre et qui vont faire un peu des échos et tout, parce que pour quelqu'un qui lit un livre comme un lecteur normal, quoi, c'est-à-dire pas un bêta-lecteur, pas un éditeur, tout ça, en fait, il retient pas tout ce qu'il lit. Enfin, nous, quand on lit un livre, sauf être des lecteurs hyper aguerris et qui doivent écrire un truc dessus après pour une somme critique, on retient pas tout ce qu'on lit. Donc en fait, très souvent, l'un des trucs dont j'ai pas mal discuté avec pas mal de gens qui filment mes romans, c'est de dire que oui, non mais si juste ce bout d'info-là, il est à la page 30, donc en 2 lignes, certes très bien fait et tout, mais qui revient jamais, et qui joue juste à la fin, le lecteur aura eu tout le temps de l'oublier. Alors soit on veut effectivement qu'il l'oublie parce qu'on est méchant et on va jouer avec lui. Soit par contre, si c'est quelque chose dont on veut que ça fasse vraiment partie de la matière évidente du monde, dans ce cas-là, disséminer un peu cette info, la rappeler mine de rien sous d'autres formes, dans d'autres contextes au fil du roman, fait partie de ce qui, pour moi en tout cas, va à la fois rendre le monde plus facile d'accès au lecteur et peut-être plus organique aussi. Je suis d'accord avec vous deux, mais je serais plus de l'école Estelle, en l'occurrence. Je suis entièrement d'accord avec toi, Estelle, hein, sur cet aspect-là. En fait, évidemment, tout est du dosage. En fait, quand je dis cette histoire de concision, souvent, moi, je vois ça, par exemple, pour des précisions de mise en scène. Truc idiot, il pleuvait et c'était l'automne, en haut de la page, et en dessous, on dit les arbres étaient dénudés et il faisait froid. Peut-être que à ce moment-là, en fonction du flow, ça peut être pertinent dans la scène. Mais moi, je trouve dans l'écriture au premier jet fréquemment, en tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à revenir un peu sur des trucs ou à me dire j'ai pas suffisamment ancré le décor.
Et en fait, finalement, à en mettre trop, quoi. J'élague beaucoup mes premiers jets. En fait, à la relecture, je me rends compte que la mise en scène, le décor, je l'ai posé une fois, ça suffit. C'est pertinent de faire un peu de rappel un peu plus loin en disant que machin frissonne parce que franchement on se gèle, par exemple. Mais dire le tonne en haut de la page et dire les arbres sont dénudés 20 lignes plus loin, là, pour le coup, je trouve que c'est une répétition sémantique, mais c'est vraiment pour ce genre de détails-là, plus de flow de l'information, de détails, pour vraiment le détail de visualisation de la scène et ancrer juste la mise, vraiment des trucs bêtes et méchants de mise en scène, quoi. Bah ça, je pense qu'on le fait tous à un moment donné parce qu'on tâtonne en cours d'écriture et c'est typiquement ce qu'on va voir en relecture. À un moment donné, ça va nous sauter aux yeux que, ben non, cette idée-là, elle était déjà un peu plus tôt, donc Absolument. Donc je sabre. Tout à fait. Tout à fait. Petite citation pour terminer. Citation d'Ambrose Bierce dans le Dictionnaire du Diable qui nous dit « Citation, répétition erronée d'une déclaration d'autrui ». Ben nous voilà bien. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire.